Alors, je reviens sur la question de la Shoah, de la mémoire de la Shoah. Grave sujet qui a été traité récemment dans la revue du MJLF, hein, plus ou moins liée au MJLF, la revue Tenoua, Yom HaShoah, justement, de génération en génération. Il y a de très très bons articles sur la Shoah, sur les témoins de la Shoah, etc. Je rappelle que la rédactrice, enfin la rédactrice de publication est le rabbin Delphine Orviller, qui officie au MJLF à Beaugrenelle, à Paris, 15e. Alors, bon, moi, cette lecture, ça m'a... Shoah, donc tout le monde sait, c'est donc l'Holocauste, etc. Cette lecture m'a inspiré des réflexions qui vont peut-être pas plaire à tout le monde. À savoir que il y a plusieurs problèmes de mémoire dans la communauté juive française. Il y a la mémoire de la Shoah, il y a aussi la mémoire de l'affaire Dreyfus, il y a aussi la mémoire de l'émancipation des Juifs de France à la fin du règne de Louis XVI, au lendemain de la Révolution française. Sachez que Louis XVI n'est pas parti au lendemain, il a été décapité 4 ans après la Révolution française. Donc il a continué à régner, d'où la fameuse affaire, notamment de la fuite à Varennes. Et en 91. Alors, voilà plusieurs imaginaires. Il faut bien comprendre que moi, ce qui me gêne dans cette affaire, puisqu'on parle de témoins, de témoignages, ce qui me gêne, c'est que il faudrait aussi parler des témoins de l'émancipation des Juifs de France il y a 225 ans, je crois bien. Qui peut témoigner de cela? Qui est héritier de cela? Est-ce que ce sont les Juifs qui viennent de Pologne ou qui viennent même de Maghreb? Ils se sont appropriés cette mémoire, et ce n'est pas la mémoire de leurs origines. À cette époque-là, à la fin du XVIIIe siècle, ils étaient dans un tout autre horizon, dans un tout autre milieu. Et ils sont les descendants de leurs parents, de leurs aïeux qui ont vécu dans ces milieux, dans les shtetls de Pologne ou dans les ghettos, les mélas du Maroc, etc. Donc, l'appropriation, c'est un problème. Par exemple, est-ce que moi-même, je peux m'approprier la mémoire de la Shoah? Oui et non. Je peux me l'approprier accidentellement parce qu'effectivement, un de mes oncles paternels, est mort à Auschwitz en 1942 et on voit son nom sur le mur du mémorial de la Shoah. Mais en même temps, la Shoah, elle a surtout, puisqu'on a fêté il y a quelques jours, on a évoqué la question du Veldiv, etc. La Shoah, elle a surtout été le fait de Juifs étrangers en France. On sait que la France, les Juifs de souche française ont été relativement préservés. Pas préservés forcément parce que la population l'a bien voulu, mais aussi parce qu'ils ont su mieux se fondre dans la société française, qui est tout à fait évident et compréhensible. À ce propos, justement, mon père, par exemple, en 1936, si je comprends bien, lors du Front populaire, lorsque la création de l'Office du blé, l'Office des céréales, il était ingénieur agronome, il est entré dans cet office, l'ONIC. Et je crois qu'il est devenu assez rapidement sous-directeur. Avec les mesures anti-juives de Vichy, il n'a pas pu rester à son poste parce que les Juifs n'avaient pas le droit d'occuper des positions supérieures dans l'administration française.
Donc il a perdu quelque chose. Et où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir sur le fait que ce qui s'est passé à Vichy, ce qui s'est passé en France, parce que nous sommes en train de parler du judaïsme français. Donc, ce qui s'est passé en France n'a pas eu le même impact pour les juifs de souche française et pour les juifs étrangers. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux mémoires, deux enjeux très différents qui se croisent ici. La mémoire de la Shoah et la mémoire de l'émancipation des Juifs de France, avec d'une part l'affaire Dreyfus par la suite, et d'autre part les lois anti-juives de Vichy, au début des années 40. Ce sont deux mémoires totalement différentes, et qui concernent des populations juives totalement différentes, même s'il y a des interférences, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et je pense qu'il faudrait respecter cette dualité. Les juifs de souche française, globalement, n'ont pas à s'approprier la mémoire de la Shoah. D'autant plus que la Shoah s'est déroulée dans des pays d'où venaient de nombreux juifs étrangers en France, comme si on les renvoyait en quelque sorte dans leur pays d'origine. C'est étrange comme phénomène, je ne crois pas que ça a été signalé comme cela. Et d'autre part, il y a eu par exemple en Tunisie, ou je crois en Algérie, en tout cas en Algérie, la suspension du décret Crémieux, la suppression du décret Crémieux, qui avait fait des juifs d'Algérie des citoyens français depuis 1870. Donc là aussi, perte de statut. Donc les juifs algériens, avec le décret Crémieux, les juifs de souche française, métropolitaine si on veut, avec les lois scélérates de Vichy contre les juifs, ont été atteints d'une autre manière, il faut le dire clairement. Ils n'ont pas été atteints dans leur vie, dans leur corps, mais ils ont été atteints dans leur âme. Ils ont été atteints en tant que Français. On leur a retiré quelque chose. On a remis en question leur relation avec la France. Et ça n'est pas rien. Et là encore, chacun de ces groupes aura tendance à minimiser l'impact de l'autre groupe, quelque part, si on n'y fait pas attention. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ceux qui ne sont pas de souche française, qui ne descendent pas d'un judaïsme qui était déjà en France au XVIIIe siècle, par exemple, vont dire oui, ben, c'est pas un problème, c'est pas important, ou je sais pas quoi, enfin ils vont minimiser, ils vont dire oui, mais enfin ils n'ont pas été envoyés en camp de concentration, par exemple, choses comme ça. Ils ont su échapper à tout ça. Donc on a là quelque part une forme de polémique qui est sournoise, qui est subreptice, qui n'est pas dit clairement. On est dans le non-dit. Mais j'insiste et je persiste et je signe en disant que ce sentiment de trahison de la France envers les Juifs de France, c'est quelque chose qui est le propre des Juifs de France. Parce que la France s'est retournée contre ses propres ressortissants. Tout comme en 1685, la révocation de l'édit de Nantes a été aussi un scandale, puisque les protestants ont été remis en cause. D'ailleurs, il y a un parallèle absolument flagrant entre les lois anti-juives de 1940 et la révocation de l'édit de Nantes de 1685. Bon, avec évidemment des variantes importantes, puisque, en l'occurrence,
la France, en 1685, n'était pas occupée par une autre puissance qui imposait ses propres lois, mais on sait que Vichy ne s'est pas laissé spécialement prier pour faire ce qu'ils ont fait par rapport aux Juifs. Bon. Donc il n'y a pas de différence aussi grande que cela. Et d'autre part, ces Juifs ces protestants de la fin du XVIIe siècle n'ont pas été nécessairement menacés dans leur vie, mais les Juifs de France non plus sous le Vichy. C'est pas ça, on les dégradait, on les marginalisait. Il y a quelques années, je m'étais énervé lors d'une réunion de la commission des associations juives laïques, parce qu'il y avait parmi les représentants d'une association juive laïque une américaine qui parlait de la condition des Juifs en France, et de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire. Et je lui ai dit, écoutez madame, je suis désolé, mais vous êtes mal placée pour nous dire ce qu'il faut faire. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Et c'est vrai, il ne faut pas que les gens qui ne sont pas concernés directement par quelque chose interviennent de façon n'importe comment. Les Juifs de France ont beaucoup perdu psychologiquement, sociologiquement, historiquement, sous Vichy. C'est un fait. Bon. Et les Juifs étrangers n'ont pas perdu la même chose. Ils ont perdu autre chose. Notamment, ils ont perdu la vie. Mais ils n'ont pas perdu leur honneur. Parce que, tout simplement, ils n'étaient pas investis véritablement par rapport à la France. Ou pas de la même manière. On me dirait, oui, mais ils avaient choisi la France. Ils étaient venus d'Istanbul, je ne sais pas où, en France. Peut-être. Mais ils avaient un statut d'étranger, ils savaient qu'ils étaient étrangers, ils savaient qu'ils n'étaient pas assimilés, ils savaient qu'ils n'étaient pas intégrés, donc ils n'ont pas été surpris au même titre que les Juifs de France, les Israélites de France. Alors on nous polémique en disant oui, les Israélites de France n'ont pas été suffisamment accueillants envers ces Juifs qui venaient d'ailleurs. Théodore Herzl, dans son État juif, évoque cette question dès 1897, à savoir que l'arrivée de Juifs venant d'ailleurs dans une communauté qui fonctionne bien, qui est bien intégrée, fait problème et peut déclencher l'antisémitisme. Et c'est une des motivations pour laquelle il a milité en faveur de la création d'un État hébreu. C'était avant tout ça, un asile pour les Juifs qui ne pouvaient pas rester chez eux, mais dont on ne voulait pas non plus qu'ils aillent s'insérer au sein de communautés juives existantes parce que ça allait les déstabiliser. C'est ça la vérité du sionisme de Herzl à la fin du XIXe siècle. C'est ça. Il ne faut pas se leurrer. Et rappelons aussi en passant que si la création de l'État d'Israël suit la Shoah, on avait déjà une sorte d'État d'Israël sous une autre forme dès les années 1920, avec la création d'un foyer juif en Palestine. Parce qu'on va épiloguer en disant dans un cas c'était un mandat, que là c'était un État. Mais ça, ce sont des discussions idéologiques. On sait très bien que la décision de la Société des Nations n'a pas été déjà dans le même esprit que celle de l'ONU. Et d'ailleurs, l'ONU n'a fait que reprendre le mandat de la Société des Nations. Il y a une continuité entre l'ONU et la Société des Nations totalement. La preuve, c'est que l'Angleterre a remis son mandat qu'elle avait reçu de la Société des Nations, elle l'a remis à l'ONU. Bon, donc c'est pas un problème de ce côté-là. Donc, pour terminer, je dirais, il y a deux communautés juives en France. La communauté dont la mémoire est celle de la Shoah, dont l'enracinement historique est celui de la Shoah, et la communauté dont l'enracinement historique est celui de l'émancipation des Juifs de France. Voilà. Ce sont deux sociétés différentes et qui maintiennent un certain type de clivage, un certain type de sensibilité,
une historicité différente, et il serait bon que ces deux communautés, que ces deux populations aient pignon sur rue et leur mot à dire. Pour moi, c'est un clivage fondamental, peut-être probablement plus important que le clivage entre religieux et laïcs, ou même entre orthodoxes et libéraux.